on peut expliquer tous les différents modes de rapport hiérarchique, de rapport de gouvernant-gouverné, suivant qu'effectivement, vous percevez la personne qui est au-dessus de vous comme un danger, elle vous fait peur, et qui va utiliser l'intimidation, la menace, par la parole, ou la punition, le châtiment, la sanction. Donc ça, effectivement, c'est tout le registre de la peur, et c'est à la fois un mode de gouvernement, mais aussi un mode de management. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonne journée à tous. On va parler et on va s'intéresser à votre santé émotionnelle ce matin avec mon invité Thierry Paulmier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignant et formateur en intelligence émotionnelle. Vous avez inventé un modèle que vous avez créé, Homo Emoticus, le fruit de cette année de recherche sur les émotions, 5 ans de mise en pratique. Et vous publiez Homo Emoticus, l'intelligence émotionnelle au service des managers. Le titre qui fait un clin d'œil à l'Homo Economicus auquel vous avez été formé les premières années de votre vie, puisque vous avez eu une autre vie. Oui, j'en ai eu plusieurs et la première était celle d'être économiste et effectivement j'avais été formé à l'hypothèse de l'Homo economicus qui est l'hypothèse anthropologique des économistes. Et qui dit quoi cette hypothèse? Alors cette hypothèse dit que le comportement humain est essentiellement rationnel. En tout cas on peut décrypter le comportement humain en partant de cette base et la rationalité est définie par les économistes comme une logique calculatrice, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de calcul qui mesurent les plaisirs et les peines, les récompenses et les punitions, et nous faisons des arbitrages pour chaque décision sur ce principe-là. Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte, et évidemment, on se détermine en fonction de cette logique-là. Donc c'est une logique purement rationnelle, dont les émotions sont exclues. Alors vous êtes économiste et politologue de formation, vous avez une première vie dans les grandes institutions à Genève. Oui. Ensuite vous partez faire du théâtre à New York. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Parce que tout le monde ne va pas faire du théâtre à New York. Oui, effectivement. Pourquoi du théâtre et pourquoi New York? Alors, pourquoi du théâtre et pourquoi New York? Alors, le théâtre, c'est parce que j'en faisais déjà beaucoup. J'en faisais à Genève. Donc, c'était une passion que je pratiquais en tant qu'amateur et j'ai voulu me perfectionner dans cet art. Donc, c'était vraiment la passion de cet art qui m'a amené à vouloir développer ses compétences et développer cet art. Et donc, c'était vraiment l'amour du théâtre, l'amour de la scène. Et évidemment, ça n'avait pas encore de lien avec mon intérêt pour les émotions. Non, mais pourquoi du théâtre en anglais en fait? Vous n'avez pas choisi la facilité? Oui, c'était parce que j'avais déjà fait un conservatoire en français. Et donc j'avais déjà appris les techniques françaises et européennes et je voulais justement être formé à l'école de Stanislavski, cette école de l'Actor Studio, cette école de Vous êtes allé chez Lee Strasberg, tout ça. Ouais, alors c'était pas Lee Strasberg, mais c'était une autre école qui est semblable, enfin qui combine plusieurs techniques, mais grosso modo c'est l'école américaine du théâtre et c'est une école très corporelle, très émotionnelle justement, beaucoup plus que la manière dont on enseigne le théâtre, en tout cas tel qu'on me l'a enseigné à Genève. Et donc c'était à ça que je voulais me former. Et puis mon amour aussi de New York, c'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée. Et donc l'idée de pouvoir y passer 2 ans à pratiquer le théâtre à Manhattan, c'était évidemment un rêve un peu de gosse. Bien. Parallèlement, vous faites une thèse. Oui. Alors, vous avez changé de sujet de thèse en cours de route. Oui. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand on travaille sur une théorie ou sur un auteur et que finalement on se trouve en désaccord avec cet auteur et cette théorie. Et donc, soit on continue à faire une thèse mais en ne croyant plus véritablement en l'auteur et la théorie sur laquelle on travaille. Alors en l'occurrence, pour moi, c'était la théorie de René Girard, la théorie du désir mimétique, avec laquelle je me suis trouvé, alors que je partais vraiment d'une perspective très girardienne, je dirais à 100% girardienne, progressivement, j'ai constaté que cette théorie ne me satisfaisait plus intellectuellement, ne me semblait plus juste. Et donc, j'ai dû bifurquer. Et ce qui m'a fait bifurquer vers les émotions, c'est qu'effectivement, ce que cette théorie ne laissait, pointait, c'était justement l'envie. Et donc qui est une émotion ou une passion, on disait autrefois, l'envie, donc tristesse du bien d'autrui. Et c'était plutôt ce que cette théorie essayait de reformuler. Elle essayait de reformuler du désir mimétique, n'était en fait qu'une reformulation du désir envieux. Et du coup, en commençant à lire les auteurs sur l'envie, je me rendais compte qu'ils avaient une vision beaucoup plus précise et beaucoup plus subtile de ce qu'étaient les ressorts du comportement envieux, et qu'en fait, l'envie était une meilleure hypothèse que le désir mimétique. Et j'ai basculé sur l'envie, et en basculant sur l'envie, j'ai basculé sur l'admiration, parce que l'envie et l'admiration vont souvent ensemble, en tout cas se côtoient, se voisinent. Et de là, j'ai élargi le spectre de mes recherches et j'ai commencé en fait à pouvoir bâtir une hypothèse
du comportement qui d'abord avait vocation de s'appliquer au rapport gouvernant-gouverné, au rapport hiérarchique, et essayer de... En ce sens, ça restait une thèse politique. De philosophie politique, oui. Voilà. Absolument, c'était une thèse de philosophie politique, et qui est devenue une thèse plus de psychologie politique, je dirais, parce que j'ai vraiment, et c'est pour ça que j'ai mis 7 ans à la réaliser, j'ai voulu vraiment creuser les émotions, et essayer de faire un peu une sorte de dénombrement des émotions, et de voir finalement s'il n'y avait pas une hiérarchie entre ces émotions, il n'y avait pas certaines qui étaient plus importantes que d'autres, parce qu'elles répondaient à des stimulus plus forts que d'autres, et ça m'a amené à créer ce modèle, et à identifier 4 émotions qui me semblent plus prépondérants dans le comportement, et 4 stimulus plus prépondérants dans notre rapport au monde. Alors, tout part de l'envie, mais pour vous, le postulat de départ, c'est qu'on n'imite pas les gens parce qu'on les envie, mais l'inverse, oui. c'est-à-dire... Ben oui, alors c'est un des défauts justement, ou une des désaccords que j'ai avec René Girard, c'est qu'il pour moi il a inversé le sens de la causalité. Les Girardiens ou Girard vous diront que nous sommes envieux ou jaloux parce que nous sommes mimétiques. Et je pense qu'il faut inverser la proposition. Nous sommes mimétiques parce que nous sommes envieux. Au même titre que nous sommes mimétiques parce que nous sommes admiratifs. Alors mimétique, pour tout le monde, ça veut dire on imite. Voilà. On imite les gens. On imite les gens. On veut faire comme eux. Voilà. Alors la mimésis, c'est censé être, parce qu'il peut y avoir l'imitation, ça semble conscient, alors que la mimésis, ça semble aussi, ça peut recouvrir aussi les imitations inconscientes. C'est-à-dire que j'ai vu peut-être votre t-shirt et je vais aller en acheter un autre, mais sans forcément me prendre conscience que c'est après vous avoir vu que ce t-shirt me plaît, ou alors soit ça sera un acte conscient, je veux dire je vais imiter, soit il y a effectivement un effet inconscient de mimésis. Donc quand on parle de mimétisme, c'est plus on engage les deux aspects, à la fois conscient et inconscient. Mais du coup, oui, c'est-à-dire que le travail de Girard a été de hisser la mimésis comme un principe explicatif, d'en faire une sorte d'hypostase qui expliquerait le comportement humain, et ce que personne n'avait fait avant lui. Et en cela, je crois qu'effectivement, il s'est trompé, parce que la mimésis n'est qu'au service d'un certain nombre d'émotions, et qui peuvent être la peur, qui peuvent être l'admiration, l'envie. Toutes ces émotions vont nous rendre mimétiques, et avec des formes de mimésis différentes. Alors, vous partez justement de l'envie, vous y ajoutez l'admiration. Oui. Là, vous prenez l'exemple, par exemple, de Bill Gates et Steve Jobs, oui. Qui se sont tirés la bourre. Bien sûr, bien sûr. Tous les deux, même génération, enfin à peu près le même... Absolument. Voilà, on pourrait prendre Nadal, Federer, on pourrait prendre plein d'exemples contemporains où effectivement les deux se côtoient. C'est-à-dire que, et en fait, en toute logique, non seulement elles se côtoient, mais l'une procède de l'autre. C'est-à-dire que pour que vous soyez enviable, il faut que vous soyez admirable. Si j'envie votre éloquence, si j'envie votre force, si j'envie votre beauté, c'est que j'ai bien détecté en vous une qualité, une perfection admirable. Mais ce qui m'empêche de l'admirer, c'est que je vous envie. C'est que j'ai l'impression que vous m'en privez. J'ai l'impression que moi, je ne l'ai pas, et cette frustration m'empêche de reconnaître. C'est une admiration avortée, si vous voulez. L'envie est très souvent une admiration avortée. C'est-à-dire que, au fond de moi, je sais que vous êtes admirable, mais je refuse cette admiration parce que je vous envie. Oui. Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, oui. qui a été longtemps peut-être le plus riche du monde, oui. mais on garde sur l'absurdité de l'envie d'ailleurs, lui. Oui, absolument. Effectivement, vous faites référence à une citation que je mets dans mon livre, effectivement. C'est-à-dire que l'envie est contre-productive et stérile. C'est-à-dire que c'est une perte d'énergie. Ça introduit des processus d'autodestruction. D'abord de destruction aussi des autres, parce qu'on va essayer de nuire à la réputation, au bien ou à la personne. Et puis, soi-même, on peut aller dans un processus. Ça peut amener à des processus de dépression et qui peuvent nous amener même jusqu'au suicide. Donc, l'envie, il y a actuellement beaucoup de travaux qui s'appellent sur la Facebook Envy. Donc, c'est l'envie causée par les réseaux sociaux. Et des études ont été faites aux États-Unis sur les jeunes qui évidemment, consultent ces réseaux. Et plus ils consultent ces réseaux, et plus ils sont déprimés. Parce qu'évidemment, vous regardez les photos de vos camarades, vous voyez leurs soirées, leurs voyages, leurs succès, parce qu'il y a évidemment un biais de sélection des informations que vous distillez sur les réseaux, et évidemment, subitement, vous vous sentez nul, vous sentez votre vie dépréciée, parce que vous avez l'impression que votre vie est moins bien réussie que celle des autres. Et donc, il y a un effet de dépression qui est lié à l'envie, c'est que vous vous comparez, et vous sortez vaincu de la comparaison, et vous avez un sentiment de diminution et un sentiment d'impuissance. Et il va falloir en sortir, soit ça va vous amener vers la dépression, soit ça peut vous amener vers l'agression, c'est-à-dire que vous allez avoir un sursaut d'orgueil, vous allez vouloir sortir de cette dépression en voulant en remontrer au monde. Et là, vous allez justement passer dans des émotions dites de supériorité, comme l'orgueil, le mépris, la colère, pour vous sortir de l'ornière de l'envie.
Alors, à ces deux émotions, vous en ajoutez deux, la peur et la gratitude. Oui. Pourquoi ? En quoi est-ce qu'elles complètent ces deux premières Alors, émotions ? elle complète parce que, donc en fait, j'ai une approche phénoménologique. Alors, le mot va peut-être faire peur aux auditeurs parce que le mot est parfois un peu trop connoté philosophie. Hein. Donc, phénoménologie, ça veut dire qu'on s'intéresse au phénomène, à ce qui apparaît et qui est en fait un stimulus. Et donc, l'envie répond au phénomène de l'obstacle. C'est-à-dire, et dans l'obstacle, je mets toute forme de privation, de contrainte, d'adversité et donc de manque, en fait. Alors que l'admiration répond au phénomène de la perfection. Donc toute beauté, toute qualité. Et donc vous voyez que là vous êtes en position de spectateur d'abord, en tant qu'admirateur ou en tant qu'envieux. L'envie, la gratitude et la peur, là vous mettent plutôt dans une position défensive parce que la peur, ça répond au danger et le danger, c'est l'approche d'un mal. Il faut que quelque chose de mauvais s'approche de vous, ou que vous croyez qu'il s'approche de vous, pour que vous ayez peur. Et donc, vous voyez, là, c'est un mal qui s'approche. Et la gratitude répond à un bien qui s'approche, c'est-à-dire un don, quelque chose qui vous est offert. Et évidemment, vous êtes touché que l'on vous offre un bien gratuitement. Donc, il fallait compléter, je dirais, le dispositif phénoménologique pour avoir effectivement un bien qui apparaît, un bien qui vient vers vous, que vous recevez. Donc, un rapport de contemplation avec l'admiration, un rapport de réception avec la gratitude, et puis vous avez un rapport donc de privation dans l'envie, avec un obstacle, et vous avez un rapport de destruction au monde, c'est-à-dire quelque chose qui vient pour vous faire du mal ou pour vous détruire. Avec la peur. Avec la peur. Voilà. Et donc, vous avez ces 4 rapports au monde ou à autrui, parce que je peux vous voir donc comme un danger pour moi, avoir un rapport de destruction vis-à-vis de vous, un rapport ou comme un obstacle, un rapport de privation, comme une perfection, un rapport de contemplation, ou un rapport de réception et d'accueil d'un bien et donc de gratitude. Vous êtes un don pour moi. D'accord. Et vous expliquez qu'avec ces 4 émotions, oui, on peut expliquer la plupart des comportements humains. Oui, absolument. C'était tout le travail de ma thèse. D'abord, on peut expliquer tous les différents modes de rapport hiérarchique, de rapport de gouvernant-gouverné, suivant qu'effectivement, vous percevez la personne qui est au-dessus de vous comme un danger, elle vous fait peur, donc c'est évidemment la tyrannie, c'est des rapports de menaces et de punition. Alors, dans votre livre, vous l'appliquez au management, puisque en fait, votre livre s'applique au manager. Absolument. Mais là, on a le manager tyrannique. Le manager tyrannique, et le despote. On en connaît tous autour de nous. Exactement. Et qui va utiliser l'intimidation, la menace, donc par la parole, ou la punition, le châtiment, la sanction. Donc ça, effectivement, c'est tout le registre de la peur. Et c'est donc à la fois un mode de gouvernement, mais aussi un mode de management. Parce que mon travail, effectivement, au départ, n'était pas destiné à s'appliquer au management. Et c'est à partir de tout au long de ces années de recherche, quand je parlais avec des amis qui sont dans les entreprises, qui me disaient, mais tout ce que tu dis, moi, je l'observe dans l'entreprise. Et c'est comme ça que finalement, je me suis tourné vers l'entreprise. Et pour proposer justement ce modèle et me rendre compte qu'il était pertinent. Vous avez mis un nom sur un mot que je cherche depuis des années pour le définir. C'est ce qu'on appelle les grands singuliers. Qu'est-ce qu'on appelle un grand singulier ? Alors, les grands singuliers, ce sont des personnes qui ont, je dirais, des qualités qui les mettent un peu au-dessus de la mêlée et qui les rendent effectivement des leaders naturels ou qui en suscitent une certaine autorité naturellement parce qu'ils ont ces qualités à un niveau un peu au-dessus de la moyenne. Alors, en entreprise, ils peuvent soit être positifs, soit négatifs en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous en avez peut-être autour de vous d'ailleurs. Oui, absolument. Du coup, vous pouvez avoir des grands singuliers qui deviennent, j'ai parlé d'autorité, ça veut dire en fait qu'ils suscitent l'admiration ou la gratitude. Ils ont des qualités d'honnêteté, d'intégrité, mais aussi de compétence, de loyauté. Et ces personnes, du coup, inspirent confiance naturellement par leur personnalité et par ses qualités. Et évidemment, à contrario, vous pouvez avoir des gens qui ont des défauts à un niveau plus au-dessus de la moyenne également, et ce sont des gens qui sont inquiétants, qui font un peu peur, des gens qui paraissent un peu plus dangereux ou un peu plus menaçants que d'autres, ou des gens qui paraissent plus séducteurs, plus manipulateurs que d'autres. Et donc vous avez donc des grands singuliers qui donc activent plus certaines émotions négatives, donc comme la peur ou l'envie, ou certains qui activent plus des émotions positives comme l'admiration ou la gratitude. En tout cas, ces grands singuliers sont contaminants en entreprise. Oui, ce sont effectivement des relais, je dirais. Ce sont ils ont un rayonnement émotionnel. C'est-à-dire quand ils sont là,
on les reconnaît parce que voilà, ils changent l'ambiance en positif ou en négatif. Quelqu'un, effectivement, qui est, en général, évidemment, des gens qui sont, pour les grands singuliers, qui suscitent des émotions positives, comme l'admiration ou la gratitude, ce sont des gens, évidemment, qui sont, en général, optimistes, gais, de bonne humeur, et qui, effectivement, apportent une énergie positive dans une équipe. Donc et inversement... Là, ils sont contaminants, et là, l'équipe, tout va bien. Oui, absolument. En tout cas, ils peuvent être effectivement des pôles de rayonnement qui peuvent, justement, changer l'atmosphère d'une équipe et la transformer et la rendre positive, créer une communauté émotionnelle positive en relais, je dirais, du rôle que doit jouer aussi le manager ou le chef, qui doit aussi avoir ce rôle-là. Et à l'inverse, vous avez le grand singulier, effectivement, qui peut évidemment plomber une équipe parce que effectivement, il est intimidant, menaçant, inquiétant. Voilà, on le sent agressif, on le sent quelqu'un qui crée effectivement une mauvaise ou quelqu'un qui est justement un grand singulier qui est dans l'ordre de l'envie et qui est tout le temps dans la critique, tout le temps dans le sarcasme, dans l'ironie, qui a toujours une vision un peu destructrice de ce que les autres proposent, voilà, et qui sape un peu les initiatives et qui casse les dynamiques. Donc voilà, c'est un peu des troubles-fêtes ou des rabat-joie, voilà, des gens qui effectivement, justement... Exemple en réunion, par exemple. Parce que dans les réunions, il se joue énormément de choses émotionnellement dans les réunions. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes là, vous arrivez avec vos idées, avec votre joie, votre bonne humeur, et là, bim, voilà. Vous prenez le sniper. Le sniper, exactement. Ça peut, sans forcément, il va éclater de rire, il va se moquer. Donc ça peut être uniquement par le rire, ça peut être par des attitudes, mais ça peut être aussi verbalement, évidemment, je dirais en critiquant ce que vous proposez ou en l'humiliant, en le déconsidérant. Voilà, il y a tout un tas de manœuvres pour rabaisser l'autre. En fait, le but étant effectivement, j'identifie ces personnes comme étant en fait des envieux. Les envieux étant des gens qui aiment rabaisser les autres, parce que un envieux est quelqu'un qui a un sentiment d'infériorité assez exacerbé, voire un complexe d'infériorité, et qui a donc deux options pour sortir de ce complexe, soit de se hisser lui-même, soit de rabaisser les autres. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de rabaisser les autres que de se hisser lui-même. Parce que se hisser soi-même. Ça pourrait, voilà. Ça demande des efforts. Alors, en quoi pour vous le mot management n'est-il pas adapté Alors, oui, à ce qu'il désigne? Ça, je trouve ça très intéressant. Ben oui, parce que c'est l'origine étymologique du mot qui vient effectivement de l'équitation. Donc c'est faire tourner dans un manège, donc un cheval. Et évidemment, je dirais que l'origine est problématique de ce sens-là, parce que nous ne sommes pas des chevaux, nous ne sommes pas des chevaux à dresser. Et donc, je dirais que... Donc management, ça vient de quoi comme mot? Ça vient de manège. Manège. D'accord. Donc faire tourner dans un manège. Donc, faire tourner dans un manège, vous voyez, donc on fait tourner avec un fouet, voilà, donc on doit dresser. Donc c'est un peu embêtant d'avoir utilisé ce terme-là pour définir en fait ce qui relève de mener les hommes. Voilà, sauf qu'on est passé par le mot anglais en fait. Finalement. On est passé par le mot anglais, oui, voilà. Bien sûr. C'est peut-être là d'où vient le changement de voilà, sens. Exactement, c'est qu'il est passé par le management en anglais, et qui en plus lui-même aussi est aussi teinté à l'origine d'un problème, c'est que le management scientifique naît avec Taylor. Donc, et que le management tel qu'il a d'abord été conçu, c'est d'abord d'optimiser les process et de en fait réduire l'homme à une machine. Donc à une machine qui répète des tâches monotones et répétitives pour évidemment optimiser la productivité. Et donc, je dirais dans la conception du management scientifique au départ, donc de Taylor, de Ford, de cette première école du management, l'homme, justement, la dimension humaine est totalement évacuée. Puisque la seconde école du management qui va naître dans les années 30, c'est l'école justement des relations humaines. Vous voyez, donc c'est preuve qu'on les avait passées un peu à la trappe. Et donc là aussi, c'est une discipline qui est née sous des auspices qui effectivement ne faisaient peu de cas de l'humanité finalement des collaborateurs. Et donc progressivement on a développé avec la psychologie humaniste une vision plus humaine et plus humaniste du management, mais à l'origine effectivement cette dimension-là a été très peu présente. Puisqu'on est sur l'explication des mots oui. qu'on utilise finalement assez mal, on va prendre le mot rémunération. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire rémunération? Ça vient d'où? Ah, alors oui, la rémunération, effectivement, c'est puisqu'on parle d'émotion. Oui. Donc, c'était pour comment dirais-je, manifester la gratitude. Et donc, effectivement, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait une dimension de don
dans l'idée et qu'on avait reçu un don et qu'on voulait manifester sa gratitude. Donc il y a cette dimension-là étymologique. C'est super intéressant. C'est super intéressant, oui. Si on vous paye mal, ça veut dire qu'on est ingrat avec vous et qu'on ne veut pas vous manifester de la gratitude, c'est ça? Absolument, mais d'ailleurs je pense que psychologiquement, et c'est ce que je développe dans mon livre, c'est que psychologiquement, la rémunération est perçue par tout employé ou tout travailleur comme un signe de la gratitude et de la gratitude que l'on a pour les services qu'on a rendus et de l'admiration que l'on a pour les qualités que l'on a montrées. Et que, quoi qu'on en dise, la plupart des personnes attachent à la rémunération qu'ils reçoivent une évaluation de leurs compétences et des services qu'ils ont rendus. Et c'est pourquoi ils peuvent se sentir insuffisamment rémunérés, parce qu'ils sentent que leurs compétences n'ont pas été justement payées, ou que les services qu'ils ont rendus, les efforts, les sacrifices qu'ils ont consentis, n'ont pas été justement rémunérés. Donc il y a de toute façon cette dimension-là, je dirais, émotionnelle et psychologique, que toute personne attribue à la rémunération qu'on lui donne. Et c'est valable aussi pour l'évaluation, puisque vous parlez de management dans votre livre. Oui. Un manager, c'est quelqu'un qui est tenu d'évaluer un salarié ou un collaborateur. Le collaborateur peut se sentir injustement évalué. Absolument. Absolument. Alors, il va falloir justement là aussi, pour complexifier un peu l'approche, il y a l'injustement évalué qui procède de l'indignation, et donc vraiment d'un sentiment d'injustice. Et puis, il peut y avoir un sentiment d'injustice qui est plutôt une fausse indignation et qui dissimule de l'envie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'envieux utilise beaucoup, si vous voulez, toujours la rhétorique de l'injustice. Donc, il va falloir distinguer, est-ce que j'ai face à moi un indigné ou un envieux? Surtout si on se compare. Surtout si on se compare, bien sûr. Parce qu'au sein d'une même entreprise, les gens peuvent se comparer. Bien sûr, mais ils se comparent tout le temps même. Voilà, on se compare nécessairement sur la taille de son bureau, sur ses primes, sur son salaire, sur la place de parking que l'on a. Moi, j'ai même des exemples dans certaines institutions où les gens se sont plaints d'avoir à faire 25 pas pour aller à l'imprimante, alors que d'autres ont 15 pas, vous voyez. Donc, et à réclamer d'avoir une autre imprimante parce qu'ils avaient 25 pas à faire, alors que d'autres en avaient 15. Donc, vous voyez, parfois ça va. Ce qui prouve qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'en créent, ou ils s'en créent. Oui. Mais ça veut dire que l'envie peut se nicher, si vous voulez, vraiment dans le moindre petite différence de traitement. Donc là, vous voyez, c'est le nombre de pas pour aller à l'imprimante, mais ça peut être le fait que vous déjeuniez avec certains collaborateurs et que vous déjeuniez pas avec moi, le fait que vous fassiez une activité avec eux et pas avec moi. Voilà, la moindre petite différence de traitement, et ça c'est justement un des points aveugles du management, c'est qu'un manager ne se rend pas compte que l'impact émotionnel que ça a. Un compliment d'un membre de son équipe, mais sans compliment pour les autres, évidemment, les autres vont se sentir lésés et vont dire mais et moi, et pourquoi pas moi, et moi aussi, et évidemment vont sortir de la réunion en se sentant un peu déçus, attristés et peut-être déprimés du fait qu'un de leurs collègues ait reçu des éloges et que eux n'aient rien reçu. Donc effectivement, c'est comment distribuer la parole bienveillante et comment aussi l'action bienfaisante en ayant souci à la fois d'être bienveillant, mais en essayant de contrôler l'impact d'envie qu'il peut générer dans une équipe. Cette notion d'intelligence émotionnelle, l'IE, est encore récente et elle fait partie de ce qu'on appelle les fameuses compétences douces qu'a priori la machine ne pourrait pas remplacer. Vous dites même que c'est la mère de toutes les compétences douces. Oui, absolument. Oui, donc soft skill, effectivement, compétences douces ou compétences molles. Moi, je ne sais pas aller à New York faire du théâtre avec vous. Oui, mais dans le monde de l'entreprise, les gens ont certainement entendu parler de. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi des savoir-être. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les savoir-faire qui relèvent de l'intelligence cognitive, et puis vous avez les savoir-être qui relèvent de l'intelligence émotionnelle ou relationnelle. Et effectivement, je pense que l'intelligence émotionnelle, telle qu'elle parce qu'elle recouvre plusieurs facultés, se connaître soi-même sur le plan émotionnel, se maîtriser soi-même sur le plan émotionnel, puis savoir reconnaître les émotions chez les autres, et c'est là que l'empathie agit, savoir détecter les états émotionnels des gens qui nous entourent et savoir influencer leurs états émotionnels. Voilà, ces 4 facultés que recouvre l'intelligence émotionnelle vont effectivement être mobilisées dans toutes les compétences molles dont vous parlez, compétences douces, compétences de communication, de négociation, être capable d'être un leader, enfin tout ce que l'on met, toutes ces compétences ont besoin d'un savoir-être qui relève de comprendre ses émotions, savoir les maîtriser d'abord,
et puis savoir après influencer les états émotionnels des autres. Et pour toutes ces compétences molles, on a besoin d'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu la mère de toutes ces compétences, que sans celle-ci, les autres sont difficiles à développer. Et vous dites qu'aujourd'hui, un manager doit avoir ces compétences. Oui. Alors aujourd'hui, mais en fait, pour atteindre l'excellence. Absolument, mais il a toujours dû les posséder. Alors, je dirais qu'il aurait dû toujours les posséder. Alors effectivement, comme on parlait tout à l'heure... On parlait du manager tyrannique. Voilà. Je veux dire que le management à l'ancienne... Oui, alors mais vous voyez que le management tyrannique, justement, utilise les émotions. C'est-à-dire que c'est... La peur, voilà. Donc c'est bien, il mobilise bien de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il sait que si je vous menace, si je vous sanctionne, vous allez certainement devoir plier à ma volonté. Donc, alors évidemment, disons qu'il y a bien une connaissance, je dirais, émotionnelle, c'est qu'effectivement la peur est un moyen de coercition qui peut fonctionner. Après, ça existe encore, hein, parce qu'on a l'impression que ça existe plus, ce management. Oui, non, il existe encore. Ça existe, et sûr, la pression au licenciement. Bien voilà. Sûr, et l'intimidation peut être beaucoup plus subtile. Ouais. Et les harcèlements. C'est ça qui a changé. Voilà, toute la problématique du harcèlement moral et de l'évolution de la législation à ce sujet montre bien qu'il y a des manières de mettre les gens sous stress qui sont plus subtiles que, évidemment, le bâton ou la menace de mort. Mais, quoi qu'il en soit, je dirais que l'intelligence émotionnelle nous ouvre surtout à mobiliser et optimiser l'usage des émotions positives. Parce que la peur... c'est un moyen que tout le monde connaît et instinctivement sait comment l'utiliser, mais l'admiration et la gratitude sont des moyens plus subtils et qui sont plus exigeants pour soi, et c'est cela que l'intelligence émotionnelle essaye de développer. Et qui paye plus. Et qui paye plus, bien sûr. Ce qu'on ne sait pas très bien, finalement, c'est comment on devient manager. Comment on est choisi? Qu'est-ce qui fait qu'on devient manager? Alors, quelles sont les qualités qui font que la hiérarchie décide que vous êtes un manager? Je ne parle pas des qualités que devrait avoir un manager. Oui, oui. Alors justement, effectivement, vous avez raison de poser cette question, elle est très, très judicieuse, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, les critères de sélection procèdent surtout de l'intelligence cognitive. On pourrait dire du QI, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant, de compétent. Donc c'est sur son expertise technique que l'on choisit un manager. Si vous avez un groupe, je vous ai dit, j'ai été économiste, voilà, on va prendre le meilleur économiste pour devenir chief économiste d'une équipe. Il va diriger une équipe d'économistes parce que c'est celui qui écrit les meilleurs papiers. Mais c'est pas forcément ce qui va faire un bon chef, un bon manager. Un bon chef d'équipe, là. Un bon chef d'équipe, voilà, un bon chef d'équipe, faire travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, aujourd'hui encore, on donne trop d'importance à l'intelligence cognitive. On va promouvoir au rang de manager des gens qui sont des cerveaux, mais qui n'ont pas forcément des aptitudes managériales, puisque faire travailler et faire vivre, parce qu'il y a deux niveaux, je dirais, du travail d'une équipe. Il y a le modus operandi, c'est-à-dire la division du travail entre les personnes, la répartition des tâches, des responsabilités. Et donc là, ce sera évidemment en fonction de vos compétences. Et donc on a des process pour ça. Voilà, il y a des process. J'ai envie de dire que ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser. Voilà. Mais après, il y a le modus vivendi. C'est faire vivre ensemble ces personnes. Qu'elles soient heureuses de travailler ensemble, qu'elles soient dans la confiance, dans la solidarité, dans la bienveillance. Et ça, c'est aux managers de l'insuffler. Et bien souvent, les managers n'ont pas conscience qu'ils ont ce modus vivendi aussi à assurer et à y consacrer du temps, parce que ça prend évidemment du temps, parce qu'il faut passer du temps avec son équipe et passer avec chacune des personnes et apprendre à les connaître. Donc, travailler ce modus vivendi, travailler la relation, en fait, bien souvent, des managers vont vous dire « je n'ai pas le temps ». Parce que j'ai des objectifs, j'ai un projet à mener, j'ai des process à réaliser, et voilà, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur les états d'âme ou me consacrer du temps à mieux connaître les aspirations de chacun, les problèmes. Or, cette dimension-là est proprement la dimension, je dirais, managériale, et elle relève évidemment essentiellement de l'intelligence émotionnelle et pas de l'intelligence cognitive. Et donc, il faut... Dans ce sens que c'est chronophage, en fait. Et c'est chronophage. Quand un manager vous dit « vous trouverez toujours la porte de mon bureau ouverte », c'est ça que ça veut dire. Oui. Oui, exactement. Mais ça veut dire qu'il faut être même plus proactif. C'est-à-dire qu'un manager, il suffit pas de dire ça, parce que il peut y avoir des portes ouvertes, mais qui sont intimidantes. Parce que si vous avez une posture effectivement très, je dirais, très austère, on peut ne pas avoir l'audace de franchir le seuil de votre porte. Alors que si, par exemple, justement, c'est une chose que je préconise dans mes séminaires, c'est ce qui s'appelle le management baladeur. Le management
promeneur, management by walking around. Et c'est quelque chose qui a été théorisé dans des ouvrages de management américains. Donc c'est pas je dirais du management à la bisounours. C'est du management efficace, c'est-à-dire aller dans chaque bureau, rencontrer chacun des membres de son équipe, passer du temps avec chacun, faire sa tournée pour se rendre présent, se rendre accessible et écouter, rencontrer. Et ça va vous créer un capital de gratitude. Parce que quand un manager franchit le seuil de votre porte et vient vous voir dans votre bureau, vous êtes touché, vous dites, il prend son temps, vous vous sentez important, vous vous sentez considéré, vous avez l'impression que le travail que vous faites est important. Et tout ça, ça va vous donner de la motivation et surtout aussi, du coup, un lien de confiance envers votre manager, et vous allez avoir beaucoup plus la liberté d'oser dire des choses à votre manager, parce que s'il vient vous voir dans votre bureau et qu'il vous demande comment ça va, peut-être que vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à lui en lui disant il y a quand même un petit problème, il y a quelque chose. Donc, vous voyez, ce management-là, justement, se rendre présent, et pas uniquement dans son bureau, mais aller au contact de ses équipes, y passer du temps. Et c'est de grands chefs d'entreprise le font. Jack Welch, qui a dirigé General Electric, ne faisait que ça. Le PDG de Hewlett Packard. Donc, il y a beaucoup d'exemples de grands capitaines d'industrie. François Michelin le faisait tous les matins, il traversait son usine et ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, mais je voulais... Est-ce que ses fils l'ont fait? Moi, j'ai bien connu Jean-Claude Decaux, par exemple. Oui. Lui, il le faisait. D'accord. Il le faisait, vous voyez. Oui. Bon. Mais la génération d'après, moins. Oui. Alors, souvent, les grands capitaines d'industrie, les bâtisseurs, les bâtisseurs le sont, parce qu'ils sont partis de zéro, et ils sont au contact des hommes. Les générations d'après sont plutôt des héritiers. Mais Alors, je ne sais pas si on peut faire une telle généralité. J'espère que justement ce capital de savoir être managérial est transmis d'une génération, parce que là vous parlez des entreprises familiales. Oui, notamment. Là on parlait, parce que vous parliez de François, de Michelin. De Michelin, oui. Mais déjà, François Michelin était un héritier, justement. Ah, ça, je sais pas. Enfin, François Michelin, c'est le fils de... c'est deux frères, et c'est déjà la deuxième génération, François Michelin. D'accord. C'est pas la première. C'est pas les deux frères. Ouais. Les prénoms m'échappent, mais tout le monde pourra les retrouver facilement. François Michelin, c'est déjà la deuxième génération. Donc il y a quand même des traditions familiales. Parfois il y a des cultures d'entreprise, et Michelin est quand même une entreprise. Là on peut faire un peu cocorico. C'est quand même une entreprise française qui a et je suis pas ici pour défendre Non, mais là vous irez faire des conférences à Clermont-Ferrand. Voilà, alors peut-être qu'ils m'inviteront. Vous êtes tranquille pour un moment. Mais je crois, il faut citer aussi des bons hommes. Mais je citais tout à l'heure Jack Welch, General Electric. Vous avez l'ouvrage de Thomas Waterman sur le management, qui a théorisé ce que je vous parlais de ce management by walking around, donc ce management promeneur, il a identifié chez Hewlett Packard. Donc même dans les entreprises américaines qui sont pourtant considérées comme des entreprises, je dirais, où on ne pense qu'à l'argent, il y a aussi des principes de management humain qui s'instaurent dans certaines entreprises et qui amènent de l'efficacité et de la performance. Mais moi, ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est que pour être un bon manager, il faut aimer ses collaborateurs. Oui. Bon, j'ai quand même fait pas mal d'entreprises dans ma vie. Oui. C'est pas toujours le cas. Je veux dire que souvent, on a l'impression que le manager n'aime pas ses collaborateurs. Et alors justement, il y a un chapitre où je parle de, à mon avis, les prérequis pour être un bon manager. Voilà. Vous dites que l'amour du métier, love can do, ce que Idriss Aberkan appelle love can do. C'est si on veut faire bien quelque chose, il faut aimer le faire. L'amour des hommes. Et l'amour du service. Et l'amour du service. Oui, absolument. Pour moi, c'est à vérifier. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas vocation à devenir un manager, et peut-être que ça ne va pas nous plaire d'être manager. Donc, il ne faut pas en plus forcer sa nature. Si on est un très bon je reprends encore l'exemple. Vous êtes un très bon économiste, vous aimez écrire des papiers, eh bien, peut-être que chef économiste, ça ne va pas vous plaire parce que vous n'allez plus pouvoir en écrire, ou très peu, et il va falloir que vous quittiez un peu la recherche pour faire du management. Donc, ça veut dire que si vous êtes un bon technicien, vous n'avez pas forcément, évidemment, on veut tous monter, c'est ça aussi, l'envie, avoir des titres, être directeur, être président, vice-président, évidemment. Il y a tout ça qui vient et qui nous détourne finalement de notre vraie nature. On n'a pas forcément besoin de monter et de prendre des responsabilités managériales si on n'a pas... D'abord, l'amour du métier, ça c'est prérequis, parce qu'il faut que vous puissiez être un exemple pour les gens, pour vos subordonnés. Il faut qu'on ait l'impression que vous êtes passionné par la matière, par l'art, que vous y êtes compétent, que vous y êtes curieux, que vous tenez à jour. Donc il y a tout ça, l'amour du métier. L'amour des hommes, c'est-à-dire être prêt à passer du temps avec chacun. Et quand il y a des problèmes, monter au front, être là,
Et puis l'amour du service, c'est surtout pour se défaire du risque de vouloir être servi. C'est-à-dire que il y a une notion de service dans le management. Si on me donne un pouvoir sur les autres, c'est pour le bien commun, c'est pour l'intérêt général et c'est donc pour les servir et non pas pour se servir ou être servi. Et donc si on n'a pas l'amour du service des autres, on risque de tomber dans ces travers, c'est-à-dire de vouloir être servi. De se servir soi-même avant les autres. De se servir soi-même et de vouloir être servi. C'est vous qui me servez, apportez-moi un café, faites ceci pour moi. Parce que j'ai le pouvoir. Voilà, parce que j'ai le pouvoir. Et c'est d'avoir une mauvaise compréhension du pouvoir, qui est que le pouvoir qui nous est donné, c'est pour servir les autres. Et c'est pour être au service de son équipe. Et c'est pour ça qu'il est important de bien avoir cette conscience de la nature du rôle de manager, du rôle de chef, du rôle du rôle du pouvoir, c'est de servir les autres. Et si on n'a pas ce sens du service, à mon avis, on n'a pas les aptitudes pour être un bon manager. Quelle est la place du manager dans une équipe ? Il est à l'intérieur ou il est à l'extérieur ? Il est les deux. Il est justement ce tiers inclus et ce tiers exclu. Et c'est cette position-là, justement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, qui lui donne il est tiers exclu parce qu'il a justement la hauteur de vue, il est au courant de l'environnement, il sait ce qui se passe dans le reste de l'entreprise, il est en contact avec sa hiérarchie, il a la vue d'ensemble. Et c'est ça qui lui donne justement la possibilité de décider, la possibilité d'entraîner et de fixer des objectifs. Donc il est à la fois extérieur, il est en contact avec des réalités extérieures que les autres membres de l'équipe n'ont pas. Et en même temps, il doit être aussi à l'intérieur, il doit être au courant de tout ce qui se passe et des dynamiques relationnelles et veiller à ce que justement, il y ait une bonne entente, il y ait une bonne cohésion, une bonne solidarité. Et donc, il faut qu'il soit aussi une cheville ouvrière de cette cohésion et qu'il insuffle au sein de son équipe un esprit d'équipe, un esprit de corps. Un bon manager, ça délègue. Alors, quelles sont les tâches à déléguer ? Et à qui les déléguer ? Alors la délégation, effectivement, c'est justement une des premières raisons de déléguer, c'est de pouvoir dégager du temps pour faire du management relationnel. Mais moi, si je vous ai bien compris, c'est qu'il fallait déléguer même ce qu'on aime faire. Oui. Soi-même et qu'on fait bien. Oui, parce que... Ça, c'est affreux. Oui, parce que... C'est très dur. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on aime faire et on les garde. Exactement, on les garde. Et si vous les déléguez, c'est un effort terrible. Mais oui, parce que comme vous avez beaucoup de responsabilités, il va falloir aussi passer, il y a plusieurs filtres, donc je propose plusieurs filtres. Et effectivement, il y a l'importance aussi des tâches, parce que bien souvent, effectivement, il y a des choses que vous savez bien faire. D'abord, il faut savoir si ces choses-là... Et que vous aimez faire. D'abord, c'est aimer faire. Vous voyez, c'est effectivement parce que si on n'aime pas faire quelque chose, on le fait mal. Et on le fait pas bien. Donc déjà, c'est un des premiers tamis que je propose, effectivement, c'est filtrer d'abord tout ce qu'on n'aime pas faire. Évidemment, il faut essayer de le déléguer. Ensuite, il y a des choses qu'on sait faire, mais qu'on sait moins bien faire que certains membres de l'équipe. Donc pourquoi les conserver ? Et autant les laisser faire par des gens qui ont une plus grande compétence, qui sont plus à jour techniquement, et donc ils le feront mieux que vous. Et puis il y a des choses que vous savez peut-être mieux faire, mais qui sont pas importantes. Et donc ça, ces choses-là aussi, il faut pouvoir, même si on a le plaisir à les faire, c'est pas des choses importantes et vous avez d'autres choses qui sont plus importantes dans la hiérarchie de vos responsabilités et donc il faut pouvoir vous consacrer à ces choses plus importantes. Et puis il y a des choses aussi plus urgentes. Donc c'est aussi deux filtres qu'il faut aussi savoir mettre pour consacrer son temps vraiment de manière optimale aux choses qui sont même peut-être que vous savez bien faire et que vous aimez, mais qui ne sont pas importantes et qu'il faut pouvoir déléguer aux autres. Je voulais que vous nous parliez de comment on active les leviers de la motivation, parce qu'aujourd'hui, c'est ça c'est la rentrée. Oui. Donc, il faut motiver les troupes. Alors, les leviers de la motivation, donc moi, j'en distingue 5, qui sont des leviers à la fois de motivation, mais du coup, de bien-être ou de souffrance. Et il y a d'abord le contenu du travail. Et là, on pourrait regarder, évidemment, quelle est la dimension de créativité que vous offrez la variété des tâches, la créativité dans les tâches que vous donnez. Et donc, il y aurait tout un travail à faire sur le contenu du travail. Ensuite, vous avez l'outil de travail. Parce que si vous voulez que les gens soient motivés, il faut leur donner de bons outils. Donc, si vous êtes taxi, je vous donne un taxi qui ne marche pas bien, vous n'allez pas prendre plaisir à faire votre travail et vous allez être en souffrance. Si je ne vous donne pas de bons outils, ça, c'est très important. Ensuite, vous avez le lieu de travail. C'est tout l'environnement que vous donnez, qui est à la fois un environnement d'hygiène, sanitaire, ergonomique. C'est voilà, ma chaise, mon bureau, la température, l'éclairage. Vous êtes venu ce matin, je vous ai donné la meilleure chaise que j'ai trouvée. Oui, absolument. Oui, vous avez veillé, J'ai veillé à mon confort. À votre confort. Absolument.
Et alors, vous voyez, ça, c'est ce confort-là. Et alors, on peut étendre, effectivement. Et vous m'avez offert un café, donc c'est-à-dire que vous m'avez sans supplément. Sans supplément. Non, voilà. Et tout ça, c'est l'environnement de travail, parce que si vous mettez à disposition, effectivement, une cafette, une machine à café, des jus de fruits, c'est ce que font d'ailleurs toutes les entreprises de la Silicon Valley. Hein. Vous avez des frigos. Il y a le baby-food, il y a le baby-food, il y a les boissons et la nourriture. nourriture à volonté. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement de travail et avec l'idée toujours la métaphore familiale ou domestique, c'est qu'on soit comme à la maison, comme dans une famille. Donc, c'est-à-dire en tout cas que vous ayez un confort qui vous donne l'impression d'être bien traité et qu'il y a une bienveillance à votre égard. Et 4e et 5e avant de renvoyer à votre livre, Quatrième, c'est les relations au travail. Et là, les relations au travail, il y en a de deux sortes. Il y a celle avec vos collègues et celle avec votre manager. Et les études montrent que la relation avec votre manager est la plus importante. En tout cas, le motif qui vous fait quitter une entreprise, le plus sûrement, c'est une relation toxique avec votre manager. Parce que quand bien même vous entendez bien avec vos collègues, votre manager vous traite mal, vous allez avoir envie de partir, vous êtes sous stress, vous ne vous sentez pas heureux. Et enfin, la rémunération, évidemment, au travail, qui est aussi un facteur de motivation, de bien-être ou de souffrance. Si vous vous sentez sous-payé, insuffisamment payé, vous allez évidemment, comme on l'avait dit tout à l'heure, vous sentir insuffisamment reconnu dans votre compétence ou dans vos efforts, les efforts que vous consentez. Donc ces 5 vecteurs, je dirais, de motivation sont des vecteurs à la fois soit de bien-être, soit de souffrance, et le manager peut agir sur les 5. Et il doit agir sur les 5. Et je dirais que, évidemment, les deux plus importants, c'est la relation et le contenu. C'est pas la rémunération, contrairement à ce qu'on pense. Les études le montrent. Ne grattez pas du temps, ça sert à rien. D'accord. On sera coupé sinon par la pub. D'accord. Bah oui, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est déjà fini. Thierry Saulnier était notre invité ce matin. Homo Emoticus, c'est le titre de votre livre. Vous réécoutez cette émission en podcast, vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est passionnant, vous allez voir, il y en a pour 500 pages, mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre vie en entreprise et si vous êtes manager. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Et très belle journée santé sur Beurre FM.